Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Baseball, le numéro 4. Et oui, je sais, il s'est fait attendre ce numéro 4, il s'est même fait désirer. Pas mal d'activités de changement m'ont tenu éloigné un petit moment du podcast, notamment l'écriture d'un livre sur l'histoire du baseball. J'espère d'ailleurs vous donner quelques bonnes nouvelles à ce sujet prochainement. Mais maintenant, me voilà de retour pour un épisode où on va parler de littérature, de records de strikeout, d'un scandale avec des Yakuza, de la malédiction d'une statue KFC, d'un entraîneur légendaire débarquant en France, et surtout de baseball japonais. Et vous connaissez le principe, c'est une œuvre culturelle qui a initié cet épisode. Pour ce Culture Baseball numéro 4, cette œuvre est un roman japonais de 2003 et publié en France en 2005 par Actes Sud, un magnifique roman écrit par Yoko Ogawa, la formule préférée du professeur. C'est l'un des romans qui m'a procuré le plus d'émotions à sa lecture. Ce n'est pas un roman de baseball à proprement parler, parce que le baseball ne tient pas une place centrale dans les enjeux du roman, mais il est présent tout le long du récit. Un récit qui met en scène une aide à domicile qui va travailler pour un professeur de mathématiques qui a connu un drame, un accident qui va impacter sa mémoire. En gros, depuis 1975, date de l'accident, ce professeur voit sa mémoire quotidienne réduite à 90 minutes. Il a donc 90 minutes de lucidité et le reste du temps, il est bloqué en 1975. À tel point que l'aide ménagère doit chaque jour se représenter à lui. Et mère célibataire, elle doit également s'occuper de son fils de 10 ans en parallèle. Si bien que le professeur, très attaché aux enfants, va développer une forte amitié avec ce jeune garçon, partageant avec cette famille deux de ses passions, les mathématiques et le baseball. Ce roman est un véritable feel-good book. Il y a une énergie lumineuse qui se dégage de ce livre, malgré certains aspects dramatiques, et c'est une lecture que je vous recommande vivement à 100%. Mais pour en revenir sur le baseball, ce professeur de mathématiques est passionné par ce sport éminemment mathématique, et nous reviendrons un peu plus tard sur ce lien entre le baseball et les chiffres. Mais ce personnage est également un collectionneur de cartes de baseball, même si sa collection s'est arrêtée en 1975. Au passage, petite dédicace au podcast Podcartes qui a notamment consacré un épisode aux cartes japonaises. Et donc ces cartes de collection vont être un des moyens pour le professeur de partager sa passion pour le baseball avec cette famille, et notamment partager sa passion pour un joueur en particulier, Yutaka Enatsu. Yutaka Enatsu n'est pas le plus connu des joueurs japonais au-delà du Japon, même s'il fut une star au sein de la Nippon Pro Baseball, la NPB, le grand championnat professionnel du Japon en termes de baseball, et qu'il fut proche d'intégrer la MLB. Voilà, on n'est pas au niveau en termes de reconnaissance des Sadaharu Oh, des Hideo Nomo, des Hideki Matsui, des Ichiro Suzuki, ou encore du phénomène Shohei Ohtani qui a sorti une saison historique en MLB cette année. Mais ça reste un joueur de très très haut niveau, un des meilleurs lanceurs que le Japon ait connu, lui qui a débuté chez les Hanshin Tigers en 1967 et qui a joué dans cette franchise jusqu'en 1975. C'est d'ailleurs pourquoi dans le roman, le professeur pense toujours qu'Enatsu est l'un des lanceurs partants de l'équipe phare de la région d'Osaka. En fait, après 1975, Enatsu va jouer pour d'autres équipes, les Nankai Wanks, les Hiroshima Toyo Carps, les Nippon Han Fighters, et il finit sa carrière aux Cebu Lions en 1984. À l'issue de cette saison, il va tenter sa chance en MLB, en participant au spring training des Milwaukee Brewers à l'âge de 36 ans. Malheureusement, il n'arrivera pas à intégrer le roster, il arrive certainement trop tard pour se mesurer au niveau de jeu de la MLB. A savoir qu'à cette époque, un seul joueur japonais avait intégré la MLB, c'était sur les saisons 1964 et 1965 avec Masanori Murakami au sein des San Francisco Giants. Le second a intégré la MLB et qui va véritablement ouvrir la voie aux Ichiro Matsui et Ohtani, ce sera Hideo Nomo en 1995 avec les Los Angeles Dodgers. Malgré cet échec en MLB, Enatsu va réaliser une superbe carrière en NPB. Il a débuté comme lanceur partant, celui qui débute les matchs, mais il finit par devenir releveur à partir de 1977. Une réorientation qui va lui permettre de continuer à briller, puisque c'est dans ce rôle de lanceur de relève qu'il va gagner ses 2 titres de MVP, un dans chaque ligue de la NPB. Il sera donc le MVP de la Central League en 79 et celui de la Pacific League en 81. Il va être un des premiers closers japonais et il va récolter 193 saves dans ce rôle, un record à l'époque.
Il a également performé comme lanceur partant dans sa première partie de sa carrière puisqu'il démarre à ce moment-là ses participations au All-Star Game où il va laisser son empreinte avec 2 records. Celui de strikeout consécutif sur un match All-Star en 71 où il retire par strikeout donc 9 batteurs à la suite. Et un autre record où, avec son match All-Star de 70, c'est en tout 15 joueurs qu'il va retirer consécutivement. Une série qui sera brisée par le Hall of Famer japonais Katsuya Nomura en 1971. Voilà, Nomura c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire du baseball japonais. Il fallait bien ça pour arrêter cette série. En tout, il sera sélectionné pas moins de 16 fois au match des étoiles du baseball japonais. Un autre record est prêté à Enatsu, celui du nombre de strikeouts sur une saison. En 1968, il va réaliser pas moins de 401 strikeouts, gagnant par la même occasion le Sawamura Award, l'équivalent du Cy Young de la MLB pour le meilleur lanceur de la saison. Ces 401 strikeouts sont un record au Japon, mais il est aussi souvent présenté comme un record mondial. Alors, c'est une affirmation qui est sujette à caution, notamment parce que certains lanceurs des ligues majeures ont lancé plus de strikeouts qu'Enatsu en une saison. Cela dit, à la charge, ou plutôt à la décharge d'Enatsu, tous ces joueurs ont évolué avant les années 1900. Le record qui est de Matt Kilroy date de 1886. Les 7 premiers de la liste, dans cette catégorie des strikeouts lancés sur une saison, ont tous évolué durant les années 1880. Le premier joueur de l'ère moderne arrive en 8e position, avec un total de 383 strikeouts. Un joueur plus ou moins connu, puisqu'il s'agit tout simplement de la légende Nolan Ryan, qui possède également le record en carrière avec 5714 strikeouts. Hallucinant, un record qui sera probablement jamais plus battu. En 9e position, on retrouve à une unité une autre légende, Sandy Koufax. Les deux joueurs ont réalisé ces saisons exceptionnelles respectivement en 1973 et 1965. On va aussi trouver quelques lanceurs de ligue mineure qui ont réalisé des saisons à plus de 401 strikeouts. Mais ces records datent de la première moitié du XXe siècle dans des ligues qui n'avaient pas le niveau de la NPB des années 1960. Il faut savoir qu'on considère aujourd'hui la NPB comme le 2e meilleur championnat de baseball au monde et que c'est un championnat très performant depuis ses débuts dans les années 30, qui a vu de très grandes stars du jeu dont certaines sont devenues des stars de la MLB à partir des années 90. Donc en prenant tous ces paramètres en compte, on peut estimer que le record d'Enatsu est un record mondial dans l'ère moderne, mais voilà, ça reste entre des guillemets. Ceci n'enlève rien au talent du lanceur japonais qui va finir sa carrière avec une excellente ERA de 2,49, 2987 strikeouts et une fiche de 206 victoires pour 158 défaites. Une riche carrière marquée par une intense rivalité avec la star des Yomiuri Giants de Tokyo, Sadaharu, au recordman mondial des home runs en carrière avec 868 coups de circuit. Enatsu met autant de strikeouts à O que O lui frappe de home run. C'est du coup pour coup entre les deux, et une anecdote met en lumière cette rivalité. Nous sommes le 17 septembre 1968. Enatsu est sur le point de battre le record de strikeout sur une saison, qui est de 353 et établi par le lanceur Kazuhisa Inao. Son équipe, les Hanshin Tigers, joue contre les Yomiuri Giants de Ho. Il faut savoir que les Giants et les Tigers sont les deux équipes les plus populaires du Japon, et ce encore aujourd'hui. Leur rivalité est assez semblable à celle des Yankees et des Red Sox, surtout la période avant 2004 et la fin de la malédiction du Bambino côté Red Sox, avec une victoire en World Series suite à 86 ans de disette. Et bien en 1968, c'est un peu la même chose pour les Giants et les Tigers. Les Giants ont lancé la ligue professionnelle de baseball, sont les plus riches, ont le plus gros palmarès. Ils sont comme les Yankees, à la fois puissants et riches, populaires et détestés. Les Hanshin Tigers, malgré avoir eu de grands joueurs et de grandes équipes, n'ont toujours aucun titre à ce moment-là, comme les Red Sox entre 1918 et 2004. Ce sont les éternels rivaux malheureux. Et les deux équipes sont engagées dans une lutte serrée pour le titre de ligue. Le match du 17 septembre est donc aussi important pour les deux équipes qu'il ne l'est pour Enatsu et son record. Durant le match, il va d'ailleurs égaliser la marque de 353 strikeouts. Contre qui? Oh, évidemment. Juste après avoir atteint le record, il se pose dans le dugout et déclare à ses coéquipiers qu'il ne fera plus de strikeout
jusqu'à affronter O de nouveau, afin de battre le record face à son rival. Et effectivement, c'est ce qu'il va réaliser. Il retire les 8 batteurs suivants sur des frappes que gère tranquillement la défense, et bat le record en retirant O sur strikeout, et ce, devant les caméras de la télévision nationale et les 50 000 spectateurs du Koshien, le mythique stade des Hanshin Tigers, qui a également donné son nom au célèbre tournoi national lycéen que l'on retrouve dans 90% des mangas de baseball, mais ça, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas fini, car les Hanshin Tigers vont gagner ce match 1-0 en 12 manches sur une frappe de Enatsu. Le match parfait, à l'exclusion d'un vrai match parfait. En revanche, les Tigers ne gagneront pas les Japan Series cette année-là. Il leur faudra attendre pour cela 1985, lors des 50 ans de la franchise. Une saison assez incroyable pour les Hanshin Tigers, au-delà du titre, pour 2 raisons. La première est la course au home run de leur américain Randy Bass, qui, cette année-là, passe proche de battre le record de home run sur une saison détenue par O depuis 1964. Bass, arrivé au club en 83 après avoir échoué à s'imposer durablement à MLB, en frappe 54 à 2 matchs de la fin de la saison régulière. De quoi lui donner l'occasion de le battre, ou du moins de l'égaler. Mais pour ses coéquipiers, c'est fini. Il ne le battra pas. La raison, les 2 derniers matchs se jouent contre les Giants, dont le manager n'est autre que Sadaru O, qui donnera consigne à ses lanceurs pour que Bass ne reçoive pas de bons lancers. Bass ne verra que des buts sur balle, et arrachera un coup sûr en frappant une balle pourtant très mauvaise, histoire de tenter le coup. Malgré tout, Randy Bass va continuer sur sa lancée et contribuer grandement à la victoire des Tigers en Japan Series contre les Cebu Lions, contre lesquels il frappera 3 home runs. Il finit naturellement MVP de ces Japan Series après avoir été MVP de la Central League et avoir gagné la triple couronne. Et forcément, les fans des Tigers veulent fêter leur héros. Imaginez la scène. Les fans sont en délire. Leur équipe vient enfin de devenir les champions du Japon dans le sport roi du pays. C'est la fête dans les rues d'Osaka, une fête bien arrosée. Sur le pont de Namba, qui surplombe la rivière d'Otonbori, les fans chantent à la gloire de tous les joueurs de l'équipe, et un fan ressemblant aux joueurs cités se jette à l'eau. On sait s'amuser au Japon quand il s'agit de baseball. Malheureusement, vient le nom du plus grand des héros de la soirée, Randy Bass. Problème, qui va se jeter à la rivière? Des grands blancs barbus, ça ne court pas les rues à Osaka, encore moins à ce moment de la fête. Pourtant, il en a bien un américain comme Bass, barbu comme Bass, beaucoup plus vieux, et moins mobile que Bass certes, mais il fera l'affaire. La foule s'en saisit devant les caméras de télévision et le jette dans la rivière. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Cet américain, c'est le colonel Sanders, ou plutôt sa statue. Oui, celui de KFC, dont un restaurant se trouve pas loin de la rivière. Les fans y ont vu le plus proche aussi possible de Bass à ce moment-là. Après quelques verres, ça peut se concevoir. Au petit matin, le restaurateur n'est pas franchement ravi de ce déboulonnage, et les Tigers s'en excusent, promettant de retrouver la statue dans la rivière. Ce qui n'arrivera pas. La statue reste introuvable. Le geste a-t-il apporté le déshonneur sur l'équipe? Après une 3e place en 86, l'équipe termine dernière en 87 et 88. Les années suivantes, les Tigers oscillent généralement entre la 4e et la dernière place. Et on se demande alors si l'équipe ne serait pas maudite à cause de la statue vandalisée en 1985, la malédiction du colonel. Malgré tout, les Hanshin Tigers finiront par gagner à nouveau leur ligue en 2003 et 2005, participant même aux Japan Series en 2014, mais sans les gagner. Le titre échappe toujours aux Tigers, alors que la statue, elle, est finalement retrouvée en 2009 lors de travaux sous le fameux pont des Fêtards. La statue s'était plantée dans la vase sous son poids et attendait d'être retrouvée. Le resto KFC ayant fermé depuis la fête de la victoire, c'est au musée des Hanshin Tigers qu'elle trône fièrement, mais elle reste rancunière. Les Tigers attendent toujours un nouveau titre. Bass, lui, ne sera pas maudit. Il continuera sa belle carrière aux Tigers jusqu'en juin 88. Il réalise une 2e le triple couronne en 86 et quitte la MPB avec une moyenne de frappe de 337 et 202 home runs. Très solide. Malheureusement, l'histoire se finit mal. En juin 88, Bass décide de retourner aux États-Unis quand son fils se voit diagnostiquer un cancer du cerveau. Les Tigers décident alors de résilier son contrat, déclarant ne pas avoir donné leur accord.
Pas très sympa pour le héros de 85, surtout qu'ils lui ont donné cet accord, et que Bass a une preuve irréfutable de celui-ci. Devant l'évidence et le déshonneur, le général manager de l'équipe, Shingo Furuya, se suicide en se jetant du 8e étage de son hôtel. Quant à Bass, il va trouver le succès dans une nouvelle carrière, la politique, devenant sénateur démocrate au Sénat de l'Oklahoma de 2005 à 2019, tout en continuant à être un ambassadeur du baseball japonais et américain entre les deux pays. Celui qui va pâtir de la malédiction du colonel, ou tout du moins des résultats désastreux des Tigers après 85, c'est leur manager Yoshio Yoshida. C'est des boires qui vont servir un autre baseball, le baseball français. Yoshio Yoshida est une légende du baseball japonais. Lors d'une interview, un journaliste japonais le comparait à un Platini pour ce peuple. Yoshida a fait toute sa carrière aux Yankton Tigers, de 1953 à 1969. Réputé à la batte, mais surtout en défense, il évolua au poste d'arrêt-court et gagna 9 titres de meilleur défenseur à ce poste, le Best Nine Award, un record. Pour son leadership, il était souvent comparé au célèbre et légendaire général du XIIe siècle Minamoto no Yoshitsune, qui participa à la non moins célèbre guerre civile Genpei entre les clans Taira et Minamoto. En son enfance, le général était appelé Oshiwa Kamaru, et Yoshida hérita de ce surnom durant sa carrière. Ses qualités humaines et baseballistiques l'amenèrent à prendre le poste de manager des Tigers par 4 fois. En 69, pour sa dernière saison comme joueur, de 75 à 77, de 85 à 87 et une dernière fois de 97 à 98. Ce qui nous intéresse, c'est son troisième passage qui débuta par une victoire historique et qui se finit très mal. En 87, les Tigers finissent donc dernier et les fans le prennent très mal. La pression, les menaces, cela en est trop pour Yoshida qui aime la tranquillité et la stabilité. Il a besoin de prendre de la distance avec tout ça. L'opportunité lui est donnée quand on lui propose de venir coacher le Paris Université Club, club doyen du baseball français et hyper dominant à cette époque-là, puis qui truste les titres de champion de France depuis 1982. De plus, le club est sponsorisé par Hitachi. Et donc voilà que cette légende débarque à Paris pour encadrer des joueurs amateurs dans un club et une fédération aux années-lumière du baseball professionnel japonais. Mais ça plaît à Yoshida, qui va pouvoir transmettre son savoir dans la sérénité, même si les médias japonais ne sont jamais loin pour suivre la légende. Avec le PUC, il va continuer à gagner des titres jusqu'en 92 et conduire aussi le club à la victoire contre le champion d'Europe en 90, le club italien de Rimini, première pour un club français. En 92, année où il est élu au Hall of Fame du baseball japonais, il prend également le poste de manager des Bleus, permettant aux Français de progresser. Il restera à ce poste jusqu'en 1995 avant de repartir au Japon. Même si les Bleus ne gagnent rien sous son mandat, il prend sous son aile une génération de joueurs qu'il va aider à progresser. Génération qui gagnera la seule médaille des Bleus au championnat d'Europe, le bronze en 99. Il permettra aussi à des joueurs comme Arnaud Faux ou Jamel Boutagra de se frotter au baseball pro japonais pour leur faire passer des paliers. A ce sujet, je vous recommande les divers podcasts et interviews des joueurs de cette époque, comme Arnaud Faux, David Morand ou encore Jamel Boutagra récemment sur le podcast des Amis d'à coup sûr. Très intéressant, je vous le conseille. De son long séjour en France, Yoshio Yoshida en gagnera un nouveau surnom, puisqu'on l'appelle désormais Monsieur Yoshida au Japon, Monsieur en français bien sûr. Et depuis, membre d'honneur de la fédération, il continue d'aider le baseball français, gardant un lien fort avec la fédération. Alors si depuis la France a eu des Eric Gagné, recordman de saves consécutifs en MLB, ou Bruce Bochy, triple manager gagnant des World Series avec les Giants comme manager, il faut imaginer ce que c'était d'avoir une telle légende en D1 et en équipe de France de la fin des années 80 au milieu des années 90, presque irréel quand on y pense. Bien entendu, Yoshida a connu le début de carrière d'Enatsu en 67, mais il n'était plus coéquipier quand Enatsu a lancé un no-hitter sur 11 manches en 1973, tout en donnant la victoire à son équipe par un sayonara home run, c'est-à-dire un walk-off home run au Japon. Et comme Yoshida, les performances d'Enatsu auraient dû le conduire au Hall of Fame. Malheureusement, deux tâches assombrissent son dossier de légende du baseball japonais. La première est son lien avec l'un des plus grands scandales du sport japonais, le Black Mist Scandal. Ce scandale se révèle le 7 octobre 1969, quand l'équipe des Cebu Lions se rend compte que l'un de leurs lanceurs,
Masayuki Nagayasu a accepté un pot de vin d'un clan de Yakuza pour perdre des matchs. Les Lions virent leur lanceur et l'histoire sort dans la presse le jour suivant. Quelques semaines plus tard, la NPB décide de bannir à vie Nagayasu, une première dans l'histoire de la ligue. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, sinon ça serait trop simple. Le 1er avril 70, sort une interview de Nagayasu qui balance une bombe. Il n'était pas le seul à tricher dans son ancienne équipe. La NPB se lance alors dans une enquête qui va révéler que le scandale dépasse largement le cadre des Lions et même du baseball. On apprend ainsi que l'ace des Lions, Masayuki Kanaga, avait accepté 1 million de yens pour tricher de la part d'un lanceur d'une autre équipe, Tsutomu Tanaka des Chunichi Dragons, argent qu'il devra restituer. En mai, de nouvelles sanctions tombent pour 6 joueurs allant de l'avertissement au bannissement à vie. Ikenaga fait partie des bannis. D'autres sanctions vont tomber dans les mois suivants jusqu'au mois de février 71. Au total, 15 joueurs seront sanctionnés ou avertis durant cette période, dont Enatsu. Ce dernier n'écope pas d'une sanction, mais d'un avertissement pour ses liens avec des personnes peu recommandables du monde des paris. Tout ceci concerne uniquement le baseball, car d'autres joueurs de la NPB seront également sanctionnés pour avoir truqué des courses de voitures en lien avec des Yakuza pour certains. En tout, en prenant les avertissements, les départs à la retraite anticipée et les sanctions, ce sont 22 joueurs en activité ou déjà en retraite des terrains qui seront avertis ou sanctionnés pour les paris truqués en baseball et en course automobile. Parmi tous ces joueurs, Ikenaga finira par obtenir la fin de son bannissement à vie en 2005, soutenu par son ancienne équipe. C'est donc un énorme scandale qui va prendre le nom d'un autre scandale, politique celui-ci, qui se déroula quelques années avant et entourant le Premier ministre Eisaku Sato et son gouvernement, faisant dire à la presse que la corruption enveloppe la politique comme une brume noire, a black mist en anglais. Le deuxième scandale qui a desservi son accession au temple de la renommée du baseball japonais est une condamnation pour possession d'héroïne en 93, suivie de 3 ans de prison. Une carrière qui passa de Hall of Fame à Hall of Shame, malheureusement pour Enatsu, mais ça, le professeur ne le sut pas, heureusement. La formule préférée du professeur met en évidence les rapports intrinsèques entre baseball et mathématiques. Très tôt, les chiffres, les stats entrèrent dans le quotidien du baseball, grâce à celui qu'on appelle le père du baseball, le journaliste Henry Chadwick. Chadwick, né en Angleterre et passionné de cricket, est le premier, prenant exemple sur le cricket, à intégrer les stats dans les comptes rendus de matchs de baseball afin que les lecteurs s'imaginent mieux la rencontre. Il invente les fameuses box scores du baseball et des stats comme la moyenne de frappe pour les batteurs et l'ERA pour les lanceurs. Statisticien amateur, il va révolutionner le baseball par cette approche tout en affinant certaines règles au passage. C'est lui qui va attribuer des chiffres pour chaque position de défense. Alors pour les néophytes du baseball qui m'écoutent, voici ces chiffres. 1 pour le lanceur, 2 pour le receveur, 3 pour le première base, 4 pour le deuxième base, 5 pour le troisième base, 6 pour l'arrêt court, 7 pour le champ gauche, 8 pour le champ centre et 9 pour le champ droit. On lui doit aussi le K pour noter les strikeouts sur les feuilles de score et les comptes rendus de match. Chadwick met en lumière que le baseball, comme le cricket, permet de tout compter, de tout comptabiliser. Le baseball est un univers de chiffres, de statistiques et donc de mathématiques. Tout est nombre dans le baseball. Pour le meilleur comme pour le pire, car les nombres, s'ils restituent des réalités, leur interprétation amène le débat. Particulièrement depuis 20 ans, où les sabermetrics, initiés par Bill James et popularisés par le livre, puis le film Moneyball, vous savez, le stratège en français avec Brad Pitt, et puis les analytics, ont accru encore le pouvoir des stats dans le baseball, et tout le sport moderne maintenant. Les nouvelles stats, et leur utilisation pour monter des rosters de manière différente, ont permis aux Red Sox, puis aux Cubs, de battre leur malédiction. Mais elles montrent aussi leurs limites dans le management, notamment en playoff, quand certaines décisions rationnelles deviennent irrationnelles à force de suivre aveuglément ce que disent les analystes. Est-ce que les avancées statistiques, mais aussi technologiques permises par les maths, comme l'arbitrage automatisé, peuvent aseptiser, uniformiser et donc mettre en danger l'avenir du baseball? Vaste question. En tout cas, ce rapport du baseball aux mathématiques n'a pas seulement donné un film culte du baseball avec Moneyball, il a aussi permis de créer une version dématérialisée du baseball
pour les fans avec les Fantasy League, une manière mathématique de penser le baseball que l'écrivain Robert Coover met en scène dans son roman de 68, The Universal Baseball Association, où le héros invente une ligue imaginaire dont les péripéties chiffrées sont décidées à coups de dés. Une manière de dire que le baseball est tout autant un sport de nombre que de hasard. Sans ce podcast sur cette question existentielle et quelques conseils culturels. Le premier est une nouvelle recommandation à lire La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. C'est formidable, allez-y les yeux fermés. La deuxième est que si vous vous êtes intéressé au baseball japonais avec ce podcast, vous avez plein de super articles sur le site français ONUS sur justement le baseball au Japon, notamment la malédiction du colonel Sanders. Et puis nous aurons l'occasion de revenir sur le baseball japonais dans d'autres podcasts. Il y a beaucoup à dire, notamment avec les mangas et animes. C'était Culture Baseball numéro 4, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à réagir sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur les plateformes de diffusion du podcast. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 5 avec un peu moins d'attente, je vous le promets. Apparemment, ça parlera d'aliens et d'une franchise miraculeuse. Comme disent les Américains, wait and see. À bientôt.